tous, je m'appelle Julie Pigeon, je suis directrice de l'association EdTech. EdTech, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un regroupement d'organisations qui œuvrent en numérique éducatif. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à vous rendre au edtech.ca sous l'onglet membres et aller voir les belles organisations québécoises qui s'y trouvent. Également, je vous invite, si le numérique vous intéresse, le numérique québécois, cela dit, vous pouvez également vous abonner à notre gazette EdTech. Donc, c'est une gazette mensuelle à raison d'une fois par mois où on vous envoie des nouveautés, des nouvelles, des documents, des lectures. Alors, ça vaut la peine, si vous êtes intéressé, bien sûr, d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Enfin, vous pouvez également nous suivre sur nos médias. Justement, juste derrière moi, on peut voir le petit compteur Facebook qui s'anime en temps réel. Alors, si vous êtes curieux, vous pouvez aller aimer notre page et voir votre like s'afficher au même moment. Donc, j'y vais sans plus tarder avec le thème d'aujourd'hui, les évaluations sans notes chiffrées. Donc, en 2018, le Conseil supérieur de l'éducation a publié un rapport intitulé « Évaluer pour que ça compte vraiment », un rapport qui suggérait qu'on aurait profit à réformer nos méthodes d'évaluation au profit de l'apprentissage, notamment en éliminant les notes chiffrées. Depuis l'apparition de ce rapport, beaucoup d'encre a coulé, dont récemment dans les médias, on a beaucoup parlé des bulletins sans notes chiffrées, de l'évaluation sans notes chiffrées. Mais chez EdTech, on se demandait qu'en est-il vraiment avec les principaux et les principales intéressés, les élèves et les enseignantes. Donc, on se posait des questions comme quel est l'impact sur les élèves? Comment on initie les parents à ce mode d'évaluation? Qu'en est-il de l'atmosphère générale de la classe aussi, une fois qu'on a adopté ce mode d'évaluation-là? Donc, sans plus tarder, on accueille nos invités d'aujourd'hui. Donc, on a Catherine Michaud, qui est enseignante au secondaire et fondatrice de l'application IBI. IBI qui sert justement à évaluer les élèves sans avoir recours aux notes chiffrées. Donc, bonjour Catherine, merci beaucoup d'être là. On a également Marie-Hélène Bonjour. Simard. Bonjour. On a également Marie-Hélène Simard qui est enseignante au secondaire au Collège Sainte-Anne-d'Orval où justement on a adopté l'application EBI et l'évaluation sans notes chiffrées. Donc, elle va venir aussi nous dire comment ça se passe. Je vous invite à être actifs sur le chat. C'est toujours plus intéressant de vous lire. Donc, vous pouvez d'abord commencer en vous présentant. Donc, est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous êtes parent, conseiller pédagogique? Et bien sûr, posez vos questions. Il y aura un moment aussi prévu pour ça durant la rencontre. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à Marie-Hélène. Ah oui, bonjour tout le monde. Alors moi, je suis Marie-Hélène Simard, puis j'enseigne à Sainte-Anne-de-Dorval, qui est quand même une nouvelle école avec une vision pédagogique particulière. On a misé en fait sur 4 piliers dans cette école-là. Donc, un qui est en lien avec l'effet prof. Donc, on a du mentorat pour offrir un meilleur encadrement. Donc, c'est vraiment axé sur l'élève. On fait du co-enseignement, puis on fait du looping aussi. Fait que ça, c'est pour qu'il y ait un meilleur lien avec les élèves. On a évidemment un super beau bâtiment par l'architecte Pierre Thibault, qui est au service de la pédagogie, qui est très lumineux, qui est une école carboneutre aussi. On travaille beaucoup sur les compétences fondamentales. Donc, on fait des séquences thématiques qui sont liées à des compétences fondamentales. Puis, puis par ça aussi, l'interdisciplinarité qu'on fait aussi est focusée sur ces compétences-là, entre autres avec un cours d'entrepreneuriat citoyen. Puis, on essaye aussi, on n'a pas de programme particulier. Donc, pour l'élève, l'effet ado, dans le fond, on essaie de personnaliser les apprentissages. Puis, notre organisation scolaire est conséquente aussi. Donc, on a plusieurs congés dans l'année. On commence un peu plus tôt dans l'année, puis on commence à 9 heures à tous les jours. Puis, je pense que ce qui nous caractérise, c'est beaucoup l'interdisciplinarité. Puis, le fait qu'on enseigne beaucoup les compétences par compétence, on mise beaucoup sur la pédagogie active et de là, l'idée que les bulletins chiffrés, ça n'a pas de sens ou les notes chiffrées, ça n'a aucun sens non plus. Je ne sais pas si on veut que je poursuive là-dessus présentement. Là, ou, Parce que là, je présentais l'école. Oui, je m'excuse, Marie-Hélène, je suis en train d'admettre des gens. Tu avais une Ah, question? OK.
Tu voulais savoir si tu poursuis sur Mais l'évaluation? c'est parce que moi, j'ai parlé de l'école. C'est ce que tu as demandé de me présenter un petit peu par Oui. rapport à mon école. Donc, je présentais un peu l'école avec la vision globale. Puis là, est-ce que j'embarque, est-ce que tu veux que j'embarque tout de suite sur les notes, sur Oui, tu pourrais nous dire, l'évaluation? oui, ce que j'avais, moi, dans le fond, ben, justement, la présentation du raisonnement derrière l'adaptation de EB. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ben, en fait, moi, ça fait déjà quand même plusieurs années que j'évalue sans notes. J'évalue de façon critériée. Donc, pourquoi? Ben, parce que le pourcentage, souvent, c'est lié à une notion de quantité. Donc, le pourcentage lié à une notion de quantité fait comme référence à combien de pourcentage de maîtrise de matière que j'ai, tu sais, alors qu'on est plus dans une maîtrise de compétences. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'évaluer quelqu'un dans sa compétence, dans sa job en termes de pourcentage. Tu sais, d'habitude, il y a des cotes. Puis, les cotes peuvent permettre aussi d'évaluer le degré de maîtrise. Tu sais. C'est le même principe. Puis, les pourcentages vont à l'encontre d'une idée dans le fond, ça va à l'encontre de la vision des programmes, qui est une vision par compétence, puis qui n'est pas un nivellement par le bas, là, comme certaines personnes pourraient penser. Les compétences, il y a des connaissances sous-jacentes. Hein. Quand on manifeste une compétence, c'est plus complexe que juste régurgiter des connaissances. Là. Donc, ce n'est pas du nivellement par le bas. Donc, les codes sont hyper appropriés. Donc, nous, par exemple, pour un élève, 80 ça ne veut peut-être rien dire, mais si on lui dit ben, c'est ta sélection des informations qui est moins bonne, ou c'est ton application des processus que tu dois travailler, ou c'est ta communication, ou c'est ton interprétation de la solution. Si on évalue en critères comme ça a beaucoup plus de sens pour l'élève qu'un pourcentage. Parce que 100 ça ne veut pas dire que tu maîtrises à 100 quelque chose, mais un A veut dire que tu as une compétence marquée, donc ça a plus de sens pour les élèves. Puis, ben, oui, mais donc Oui, aussi, pardon, je vais continuer pour IBI, pour ouais. continuer avec IBI, c'est que on a aussi ce qui est très important pour nous, pour que ça ait du sens pour les élèves. L'élève doit être acteur de son évaluation aussi. Il doit être capable de se prononcer sur sa maîtrise de la compétence. C'est pas juste, c'est pas l'enseignant qui a le monopole de ça. Il peut l'enseigner de manière explicite au début, le critère, mais l'élève devrait tranquillement pouvoir se situer face à son critère. Ça ne devrait pas être une surprise qu'il ait certaines difficultés pour certains critères, puis qu'il maîtrise bien certains autres critères. Il devrait tranquillement être capable d'en prendre conscience, un peu comme si moi, je demande à Julie, par exemple, de s'auto-évaluer par rapport à son animation, ou etc. Bien, on devrait être capable, comme professionnel, d'avoir une vue sur nous, d'avoir une compréhension de notre propre maîtrise de certains critères, comme les élèves aussi devraient pouvoir le faire. Donc, par la coévaluation, par l'auto-évaluation, c'est hyper important. Et évidemment, le regard du prof, okay, qui se fait par des traces observatives, par des conversations, par des productions. Ça, c'est la triangulation d'apprentissage pour ceux qui voudraient savoir c'est quoi. Puis IBI, ce qui est intéressant, ça permet facilement l'auto-évaluation de l'élève. Donc, l'élève peut s'auto-évaluer, puis après ça, moi, je peux changer. Moi, je vais apporter mon évaluation à moi. Nous, on a 4 cotes. Puis, quand j'apporte mon évaluation à moi, ben, l'élève voit s'il y a un changement ou pas. Donc, tranquillement, il peut voir. Fait que moi, si je vois qu'un critère, il y a eu des changements partout, c'est que c'est un critère qui n'est pas maîtrisé au niveau de sa compréhension. Puis là, je peux réinvestir la compréhension de ce critère-là. Puis si c'est juste certains élèves qui ont souvent beaucoup de flèches, bien, peut-être qu'à ces élèves-là particulièrement, ben, je dois m'arrêter avec eux autres pour qu'ils comprennent un petit peu mieux les critères de compétences. Donc, c'est ça. Merci, merci Marie-Hélène. Catherine, est-ce que tu voudrais enchaîner, puis justement nous parler de ta vision, puis de l'arrivée d'IBI, puis un peu là, ton cheminement là, à travers tout ça? Oui, absolument. Si vous permettez, moi, je vais partager une présentation parce que si je n'ai pas un peu de structure, je peux facilement vous faire 14 heures d'affilée sans prendre mon souffle. Fait que ça, ça va juste me forcer à pas trop m'étaler parce que je suis un petit peu triste. Je pense que tu es en mode muet, Catherine.
Est-ce que ça fonctionne? Je vois comme ton muet activé. Je ne sais pas si tu peux le désactiver ou c'est pas ça, c'est un autre problème. On t'a entendu, là. Ici, là, il ne voulait plus allumer du tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a des petites coupures, mais on se croise les doigts pour que ça aille bien et qu'on perde rien. Alors, vas-y. OK. Puis est-ce que vous voyez la présentation? Oui, parfaitement. OK, parfait. OK, donc oui, je vais essayer de faire ça sans trop de longueur, là, puis vous présenter IBI de façon assez résumée parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, là. En fait, IBI, si je fais une petite histoire rapide là, de l'application, en fait, c'est né de mon propre besoin à moi. Donc, moi, je suis enseignante depuis, je pense, 18 ans ou à peu près, je suis dans ma 18e année. Puis là, à peu près 8 ans, bon, moi, j'ai arrêté de mettre des notes chiffrées pour me concentrer sur une rétroaction qui était vraiment plus complète puis de nature qualitative. Puis, il y avait une grosse réflexion en amont de ça, mais j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment pensé à comment j'allais transmettre toute cette rétroaction-là. Puis, il y a comme des éléments qui sont survenus que je n'avais pas prévus nécessairement, c'est-à-dire que j'ai comme réalisé qu'en évaluant de cette façon-là, puis en donnant cette rétroaction-là vraiment plus complète à mes élèves, bien, naturellement, ils ont comme développé l'habitude de porter par eux-mêmes un jugement sur ce qu'ils avaient fait durant la discussion. Puis, par eux-mêmes, ils ont commencé à se fixer des objectifs puis à proposer des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Donc, à un moment donné, j'ai eu besoin de réfléchir à un outil qui allait me permettre, premièrement, de donner sa voix à l'élève, comme il faisait quand on avait nos discussions. Mais j'avais besoin de consigner aussi cette rétroaction-là, puis de la partager, évidemment, aux élèves, mais aussi aux parents. J'ai essayé plein de choses avec les moyens que j'avais et l'absence totale de compétences technologiques que j'avais. Donc, c'est devenu vraiment ardu, mais à travers tous mes essais-erreurs, j'en suis venue à avoir une idée quand même assez claire de l'outil dont j'aurais besoin, mais je n'étais vraiment pas capable de produire ça par moi-même. Donc, pour faire une histoire courte, là, je me suis inscrite à un concours qui s'appelle le Coopératon. Puis dans ce concours-là, j'ai rencontré 5 développeurs, puis ensemble, on a remporté le volet éducation. Donc, on a gagné une bourse. Puis par la suite, il y a Charel et Gabriel, donc 2 de ces 5 développeurs-là, qui ont continué avec moi. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'à la rentrée 2019, IBI était né. Donc, la première année, là, il y avait juste moi puis quelques personnes qui l'utilisaient là, pour la tester. Puis, aujourd'hui, 4 ans plus tard, là, on a 50 acteurs du milieu de l'éducation qui l'utilisent présentement. Je ne sais pas à combien d'élèves ça se chiffre, par exemple, là, je ne l'ai pas vérifié. Mais bon, on a principalement, c'est sûr, des enseignants. Donc, des enseignants du secondaire, mais aussi du primaire. Il y a des orthopédagogues aussi qui l'utilisent, des conseillers pédagogiques. Puis, nouveauté, on a des coachs de hockey aussi cette année qui l'utilisent avec leurs équipes. Donc, ça, c'est quand même assez le fun. On ne cherche pas à avoir un maximum d'utilisateurs parce qu'on a vraiment à cœur de bien accompagner chacun de nos utilisateurs pour s'assurer de la réussite de ce qu'ils veulent mettre en place. Fait que c'est pas notre objectif de se payer des chalets puis des voyages avec IBI, là. C'est vraiment pas ça le but. Dans le fond, notre mission pour nous, c'est vraiment de bien accompagner, comme je disais, là, les acteurs du milieu de l'éducation qui veulent passer d'une culture de la note à une culture d'apprentissage. Ça demande beaucoup de travail. IBI, c'est un outil qui facilite ça, mais c'est sûr que c'est pas juste en utilisant IBI qu'on va parvenir à ça, évidemment. Là, ça prend tout un changement de culture puis de façon de faire pour en arriver là. Puis, une des choses qui est vraiment très, très importante pour nous aussi, c'est de diminuer la charge de travail de nos utilisateurs. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un pense qu'il veut utiliser IBI, ça passe toujours par une rencontre avec moi par visioconférence parce que de un, quand je vais présenter IBI, je veux le présenter d'une manière que ça soit collé aux besoins des gens.
Puis, je veux m'assurer qu'IBI, c'est vraiment une bonne solution parce que des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui en entendent parler, puis là, je leur parle, puis ils pensent qu'ils veulent l'utiliser. Puis, en discutant avec eux, je me rends compte qu'au final, c'est pas ça la bonne solution parce que s'ils prenaient IBI dans certaines situations, je trouve que ça leur ajoute du travail, puis c'est vraiment pas ça du tout notre objectif. Ce qui nous guide, donc nos phares là, dans le choix des fonctionnalités qu'on veut sortir, on en a vraiment beaucoup. Mais c'est sûr que ce qui est au cœur d'IBI, c'est le fait que l'évaluation, c'est au service de l'apprentissage et surtout pas le contraire. Donc, oui, on élimine avec IBI les notes chiffrées. C'est sûr que si c'est juste ça le changement qu'on fait, bien, on change un symbole pour un autre. Effectivement, ça ne va pas tout résoudre, mais nous, on pense que c'est quand même un bon premier pas parce que des fois, on a comme la liste de tout ce qui nous irrite dans notre façon d'évaluer, puis on ne sait juste pas par où commencer, tu sais. Fait que des fois, juste d'enlever la note chiffrée puis d'y aller avec un symbole parmi 4 choix, ça évite de faire un rapprochement avec une tranche de 10 en pourcentage. Ça permet de faire certains petits changements naturellement. Tu sais, des évaluations avec des questions qui sont associées à des points, ben on ne le fait plus de cette façon-là. On élimine les pondérations dans nos étapes. Donc, c'est juste un moyen de graduellement faire plus de place, en fait, à notre jugement professionnel. On veut aussi rendre visible vraiment une rétroaction qui est plus complète. Donc, IBI permet d'énoncer clairement nos attentes dès le début d'une séquence. Ça permet à l'élève de se positionner par rapport à ces attentes-là en cours de séquence puis à la fin. Et ça va l'amener à proposer un objectif pour s'améliorer puis même des mesures ou des moyens concrets. Est-ce que ça va? J'ai comme entendu... OK, bon, je vais continuer. Et finalement, bien, ça permet évidemment l'implication de l'élève. Ce n'est pas nécessaire. On a des enseignants au primaire qui, pour l'instant, ne demandent pas aux élèves de s'auto-évaluer. Mais c'est sûr que c'est c'est une chose à laquelle on croit beaucoup parce que ça permet aux élèves de vraiment bien se connaître comme apprenants. Ça leur permet de bien se responsabiliser, de devenir autonomes. Ils deviennent vraiment plus engagés puis actifs parce qu'ils ont du contrôle sur ce qu'ils font. Puis, ils ont toujours la possibilité, s'ils ne sont pas satisfaits d'une évaluation, de faire la preuve à leur prof de ce qu'ils ont fait pour s'améliorer, puis ils peuvent revenir dans IBI puis changer des symboles. Donc, c'est ça que c'est encourageant pour eux. Donc, rapidement, de quelle façon, comment ça fonctionne IBI? Donc, l'élève s'évalue ou pas, là, si vous décidez de faire une évaluation uniquement avec votre jugement. Mais bref, si vous impliquez l'élève, dans le fond, vous créez votre évaluation là, avec les éléments que vous voulez évaluer. Puis, l'élève va s'évaluer sur chaque critère avec un symbole. Et vous pouvez entrer des sous-éléments qui viennent préciser les attentes. Puis, à ce moment-là, l'élève peut venir dire s'il le fait ou s'il ne le fait pas, ou s'il le maîtrise ou il ne le maîtrise pas. Donc, d'abord, vous voyez ici que ce que j'évalue dans ce cas-là, c'est des stratégies. Ça, c'est une chose que j'aime vraiment beaucoup avec IBI, c'est que ça permet d'évaluer des choses qui apparaissent sur aucun bulletin. Donc, oui, des compétences disciplinaires, oui, des notions, mais aussi des stratégies d'apprentissage. On peut évaluer des compétences globales, on peut évaluer des compétences socio-émotionnelles. Moi, ça m'arrive des fois de demander à mes élèves de se prononcer sur leur niveau de bonheur ou leur sentiment de compétence parce que pour moi, c'est super important puis je ne peux jamais transmettre cette information-là dans un bulletin aux parents. Puis ils sont souvent bien contents d'avoir cette info-là aussi. Les X puis les crochets permettent aux élèves de facilement être capables de dire « OK, ça, c'est telle chose que je devrais améliorer, c'est vraiment ça ma difficulté ». Puis, ça leur permet aussi de trouver plus facilement des moyens pour atteindre leurs objectifs. Donc, l'enseignant, lui, va évaluer l'élève. Il y a un moyen de le faire avant que l'élève le fasse, en même temps ou même après. Puis ça, je précise les bénéfices de ça là, aux gens quand je les rencontre. Je ne veux pas m'éparpiller là-dessus, mais il y a moyen de le faire de différentes façons. Il y a possibilité aussi d'ajouter des commentaires. Puis ce qui est intéressant, c'est que la famille aussi peut le faire. Donc, le prof peut ajouter des commentaires. Si on fait du team teaching et qu'on est plusieurs enseignants enseignés aux mêmes élèves, on peut tous entrer nos commentaires puis notre jugement. L'élève peut mettre des commentaires et le parent aussi. Puis ça, c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup auprès des parents parce que c'est vraiment super bénéfique pour les élèves quand ils voient que leurs parents ont écrit quelque chose, ils sont super encouragés. Même nos grands de secondaire 5 sont vraiment contents de voir que leurs parents mettent des commentaires. On peut aussi mettre des pièces jointes, donc n'importe quelle sorte de document, des photos, des liens aussi. Donc, ça permet d'appuyer ce qu'on dit. Autant l'élève que le prof peut mettre des pièces jointes. Donc, ça peut devenir aussi par la bande un petit portfolio électronique.
Pour le prof, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut avoir une vue de toute notre classe en une seule page. Donc, ça nous permet aussi des fois de nous remettre un petit peu en question, là, parce que quand on voit qu'il y a juste un symbole, ça veut dire que le prof puis l'élève ont choisi la même chose. Mais quand il y en a deux, on voit toujours l'élève avant la flèche puis le prof après la flèche. Fait que si on voit que dans une colonne, il y a souvent deux symboles, bien là, ça nous dit à nous qu'on n'a peut-être pas assez explicité nos attentes, on n'a peut-être pas fait assez de modelage. Fait que ça nous permet de nous assurer que les attentes sont claires pour tout le monde. Mi-étape, fin étape, à la fréquence que vous voulez, c'est possible aussi de faire des bilans de progression, donc de choisir les évaluations qui sont les plus signifiantes pour nous, puis de voir vraiment comment l'élève a progressé pour chaque élément qui est évalué. Donc, moi, je me sers toujours de ça pour faire mon bulletin et maintenant, mes bulletins se font dans la joie et la paix, vraiment, la paix d'esprit. C'est vraiment beaucoup plus facile maintenant, puis beaucoup moins torturant aussi. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi, je viens de le dire. Donc, c'est ça. Fait que finalement, là, la phrase clé qui résume bien ce qu'on fait puis ce que je martèle avec mes élèves, c'est l'idée de s'évaluer pour mieux apprendre et non pas apprendre pour être évalué. C'est vraiment ça qui nous guide dans nos pratiques pédagogiques puis dans nos objectifs qu'on se fixe avec IBI. Donc, voilà. J'espère que j'ai été claire puis que ça n'a pas trop coupé. Est-ce que c'était correct, Julie? Oui, c'était parfait. Puis Okay. on a une plage à la fin pour les questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que Catherine vient de présenter, je vous invite à soit les écrire dans le chat, soit attendre à la toute fin et les poser directement à Catherine. On enchaîne avec Marie-Hélène qui va nous parler justement des bénéfices observés, des impacts sur les élèves. Donc, comment ça se passe là, au quotidien dans la classe, comment ça se passe avec les enseignants aussi. Donc, on t'écoute, Marie-Hélène. Je pense que tu es en mode muet, Marie-Hélène, un classique. Excusez-moi, le classique du mute. Excusez-moi. J'étais en train de regarder le IBI parce que il a été peaufiné, l'apparence est encore plus belle, tu sais, puis là, tu sais, Catherine, elle avait l'ancienne version, mais je voulais vous montrer que nous, on l'utilise avec toutes les matières. Dans le fond, nous, on a des matières, puis on a les critères, ce qui fait que ce qui est intéressant avec IBI, contrairement à un pluriportail ou un mosaïque ou des choses comme ça, c'est qu'on peut créer une tâche, puis à l'intérieur, il peut avoir un objectif en géographie, il peut avoir un objectif en français, un critère de compétence, pardon, en français, des critères en mathématiques, en sciences, etc. Donc, ça permet à l'élève de voir qu'une tâche, ce n'est pas seulement uniquement toujours juste une matière. Hein. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il y a plusieurs éléments, pardon. Donc, moi, les bénéfices observés. Avant de parler d'IBI, pour parler de par critère puis par cote, ça fait des années que j'utilise ça. Puis, j'utilisais aussi l'auto-évaluation puis co-évaluation. C'est juste que je n'avais pas un super outil comme celui de Catherine. Mais les bénéfices, c'est que l'élève qui dit « Hey, ça compte-tu, madame? Ça compte-tu? C'est-tu bon pour un examen, ça? » etc. Bien, ça, je ne l'avais plus. Je ne l'avais plus, ça. Tu sais, ça vaut pour combien, etc. Je ne l'ai plus du tout, ça. Puis l'élève est capable de se fixer plus des objectifs, comme a dit Catherine, par rapport à des critères observables, des critères de compétences. Puis, il va chercher plus à améliorer ces critères-là. Puis, il ne demande plus combien ça coûte, mais puis combien ça vaut. Il veut juste s'améliorer puis bien faire. Puis, on dirait que c'est plus l'apprentissage qui est mis de l'avant, puis l'importance de l'apprentissage. Mais moi, je le vivais juste dans mes cours de maths. Puis là, ce qui est le fun, c'est que c'est tous les profs qui embrassent cette façon de faire-là. Donc, on est tous en évaluation critérie ici. Donc, ça a d'autant plus d'impact. Puis, on a décidé tout le monde d'utiliser la plateforme IBI. Présentement, on commence juste en secondaire 1, notre école, fait qu'on est 10 enseignants. Il y en a 6 qui l'utilisent activement. Puis, il y a les 4 autres embarquent là-dedans présentement, mais l'école était tellement nouvelle sur plusieurs aspects que la partie de l'outil d'IBI, ils ne l'ont pas encore maîtrisé ou c'était quelque chose de trop nouveau. Donc, présentement, ils l'ont pas intégré dans leur pratique parce qu'il y avait trop d'éléments nouveaux à intégrer, mais ils vont l'intégrer à partir des prochaines étapes, là, essentiellement. Puis les 6 profs qui l'intègrent, bien, on aime bien ça. Est-ce qu'il y a eu des écueils? Oui, un petit peu au début, dans
comment on l'administre, l'auto-évaluation des élèves, ce n'était pas nécessairement systématique qu'eux autres le faisaient. Ce n'est pas encore d'ailleurs. Ça prend du temps. Les élèves ne sont pas habitués à ça. Fait que nous, on se rend compte qu'il faut l'expliciter encore un peu plus pour plusieurs élèves, ou il faut donner des moments précis où là, maintenant, sortez votre ordinateur, gang, puis vous allez vous auto-évaluer là-dessus, sur ces critères-là, pour telle tâche. Puis, mais ça devient de plus en plus pertinent. Puis ils intègrent de mieux en mieux les critères. Puis quand ils ont des questions par rapport à une certaine matière, ça va être en fonction des critères. Ils vont me dire, là, madame, est-ce que mon choix des concepts et processus était bon? Est-ce que j'ai bien dégagé les éléments de la cartographie? Est-ce que, donc, ils vont vraiment poser des questions, pas par rapport à ma note est-tu bonne ou juste qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ils vont être un petit peu plus précis dans leurs demandes. Puis ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils commencent à comprendre c'est quoi les critères. Puis, bon, c'est pas mal ça. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour avec ça. Est-ce que j'avais une question, moi, au niveau des parents, comment ça se passe? Moi, je suis la mère de deux jeunes filles, puis à une certaine époque, là, j'ai changé depuis, mais j'étais vraiment une partisane du pas en bas de 80. Donc, pour moi, c'était comme une image de me dire, bon, ben en bas, il faut qu'on travaille un peu plus fort, en haut, les notions sont bien apprises. Donc, comment on gère les parents, puis comment on leur permet de, eux aussi, bien comprendre là, ce que ça signifie, les cotes et tout? C'est super intéressant. Mais d'habitude, moi, je donne l'exemple de combien on vous donnerait, vous, en pourcentage. Souvent, ils trouvent ça drôle, parce qu'ils ne sont pas capables vraiment de s'évaluer en pourcentage par rapport à leur performance au niveau professionnel. Donc, ça, ils le comprennent. Puis l'idée aussi que c'est progressif. Par exemple, avec les symboles de IBI, il y a un drapeau rouge, admettons. Ce n'est pas définitif. L'idée, c'est que ce n'est pas une photo qu'on prend de l'élève, c'est un film. Puis des fois, on sait, on regarde un film, puis des fois, ouais, OK, là, l'acteur il a surperformé, ou ah ouais, la fin aurait pu être différente. Ça ne veut pas dire que le film n'est pas bon, ou l'idée du saut en parachute, si ça te prend un an à apprendre à sauter en parachute, à la fin, ben, si tu sautes en parachute, on ne dit pas que tu es encore au sifflet ou tu es encore à une maîtrise sommaire. Si à la fin, tu sautes en parachute, même si tu as eu des difficultés dans l'année. Donc, on montre aux parents que c'est progressif, c'est par critère et que ce n'est pas définitif, ça évolue. Ça évolue en fonction d'au fur et à mesure comment l'élève il maîtrise sa compétence. Puis, c'est pas, on n'est pas non plus dans... Là, on voit l'algèbre pendant 2 semaines. Après ça, on tourne la page, on fait d'autres choses, c'est fini. Tant pis si tu n'as pas compris. On est vraiment en mode spiralaire. Donc, on intègre des petits éléments au fur et à mesure qui peuvent se complexifier, puis l'élève a toujours le moyen d'apprendre puis de montrer sa compétence, même si ça arrive un peu plus tard. C'est pas grave, on y revient tout le temps, puis comme ça, s'il y en a qui voient des drapeaux rouges, parce qu'il y a des élèves qui étaient habitués à avoir des super notes au primaire, puis à un moment donné, il y a un critère, oh, tu as un drapeau rouge ou tu as un sifflet. Là, ils disent, OK, fait que ça apprend aussi à dédramatiser l'échec dans un certain critère, admettons. Ça le dédramatise, puis c'est un moteur à l'apprentissage. C'est rien qui est défini. Ça ne te définit pas comme personne. Ça définit une maîtrise d'une compétence, d'un critère de compétence pour un moment particulier ou pour une trace observable particulière. Puis ça va évoluer. Puis il y a d'autres traces qui vont rentrer. Puis ça amène, je trouve, une diminution de l'anxiété de performance. Oui, puis on entend de plus en plus parler de l'anxiété chez les jeunes, donc c'est un point super intéressant que tu amènes là. On avait une question dans le chat de Marie-Neige qui demandait, est-ce que les élèves reçoivent quand même un bulletin chiffré? Ben, le ministre, ça a l'air qu'il a dit qu'il ne toucherait plus à ça du tout, là, en plus, récemment. Petit message, M. Drainville, ce serait bon de changer ça pour des cotes. Les bulletins sont encore malheureusement chiffrés, donc on n'a pas le choix à chaque communication du bulletin de donner une note chiffrée. Mais nous, on donne quand même une cote qui se transfère en pourcentage, mais on a envoyé, nous autres, une communication aux parents pour bien signaler ce que signifiait les pourcentages, c'est associé à des cotes. Ce n'est pas associé à un pourcentage de quantité de matière maîtrisée. Ça n'a pas de lien avec ça. Puis, si je peux glisser un mot là-dessus, aussi, moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'à la fin de l'étape, quand c'est le temps de produire le bulletin, j'ai une série de questions auxquelles je veux que les élèves répondent pour les amener à faire une réflexion sur leur étape. Puis, à la fin, en fait, ils
copie-colle cette liste de questions-là en commentaire dans IB, il répond directement dans le bilan. Puis, à la fin, pour chaque cote qui est effectivement transformé en pourcentage au bulletin, j'associe un paragraphe de à quoi ça correspond. Puis, l'élève fait le choix de quelle cote il pense qu'il devrait avoir à l'étape. Puis après ça, ben moi, je fais juste compléter puis dire si je suis d'accord ou pas. Presque la totalité de mes élèves choisissent exactement la cote que moi, j'aurais choisie. Puis, au bulletin, ça ne crée pas aucun remous parce qu'en fait, le bilan, les parents, souvent, ils l'ont même avant le bulletin. Puis ils voient la progression tout au long de l'étape. Fait que, il n'y a personne qui est surpris rendu au bulletin. Puis tout ça, ça passe bien avec les parents parce que il y a un accompagnement aussi avec les parents qui est proposé. Là. Fait que, il y a des ressources disponibles dans IB pour bien accompagner les parents. Là. Il y a un slide de prêt pour. Moi, je fais une rencontre en début d'année, toujours avec les parents pour leur expliquer pourquoi on fonctionne comme ça, comment on évalue. À chaque fois qu'il y a une évaluation qui est entre IB, ben, on envoie un courriel. Moi, chez nous, c'est pluriportail. Ben, moi, ça fait partie de ma procédure quand je fais une évaluation dans IB, que quand je termine, j'envoie un courriel aux parents avec le lien d'IB pour dire allez-y, voilà, il y a une nouvelle évaluation d'entrée dans tel cours. Fait que ça ne donne pas de surcharge non plus aux parents de penser à aller dans 2 plateformes. Puis c'est pas très compliqué pour moi parce que ça devient vraiment comme une séquence de tâches à faire quand j'évalue. Fait que ça se passe quand même relativement bien. Hey, je vais faire du pouce sur ce que Catherine a dit. Parce que je pense qu'on fonctionne un peu de la même façon. Est-ce que je vais pouvoir partager mon écran, Julie? OK, je vais juste partager une grille parce que ça fonctionne un peu comme Catherine. Je vais juste partager ma grille, share screen. OK, ici. Oui, share, pardonnez. Tu sais, on a tout, pour vous montrer, on fait exactement comme Catherine aussi pour le bulletin chiffré. L'élève, toutes les matières ont les critères de compétences qui sont comme ça, nous autres, puis on a les échelles. Donc, le descriptif est à part, puis toutes les matières ont ces feuilles-là. Puis nous, ce qu'on fait, c'est que l'élève, lors d'une méga-tâche ou lors de l'évaluation au bulletin, il va s'auto-évaluer sur ces critères-là, puis après ça, il va faire un jugement global de sa compétence. Puis, ils se co-évaluent aussi là-dedans parce qu'ils se confrontent aussi avec leur père, parce on travaille beaucoup en collaboration aussi. Donc, puis à la fin, c'est nous, les profs, qui apportons notre jugement. Puis, ils prennent une photo de ça. C'est les mêmes, vous voyez, c'est les mêmes symboles que dans IB. Ils prennent une photo de ça qu'ils mettent dans leur compte IB avec leur auto-évaluation sur IB aussi. Puis ici, la partie blanche, c'est qu'ils peuvent décrire et justifier pourquoi ils se donnent cette cote globale-là. Donc, c'est ça. C'est intégré comme ça. Les parents ont accès à ça. Puis l'élève, ben, comme avec Catherine, moi, à la fin, en mathématiques, à mi-année à peu près, c'est la même chose. Les élèves se donnaient exactement les mêmes cotes que moi. Ils étaient devenus bons. Présentement, c'est encore inégal parce qu'on est en début, sont en secondaire 1, mais il y en a qui commencent à être de plus en plus. J'ai certaines évaluations récentes où la majorité des élèves, c'était bien perçu. Fait que ça, c'est le fun. Pour certains critères, là, c'était très maîtrisé. Fait que ça, c'est super intéressant. Voilà, je vais arrêter le sharing. Merci pour les précisions. Je sais que vous avez abordé rapidement là, les différents portails. Il y avait une question qui portait là-dessus. Je ne sais pas si on y avait totalement répondu. Je veux juste y revenir. D'abord, il y avait une question de Patrick aussi qui se demandait, est-ce que ça pouvait, peut-être Catherine, tu pourrais nous répondre là-dessus, au niveau des écoles publiques, l'utilisation d'IB, est-ce que tu en vois? Est-ce que ça fonctionne? Comment ça se passe? Oui, il y a plusieurs utilisateurs qui sont dans des centres de services scolaires. Là, donc, il y en a plusieurs. Je pense que la majorité, en fait, là, de mémoire est au public. Là, fait que c'est pas problématique du tout. Puis, oui, j'ai un petit témoignage d'ailleurs que je vais vous diffuser tout à l'heure. Puis, la question que j'avais pour le portail, est-ce que IB s'intègre bien dans un milieu qui utilise justement les portails qu'on connaît, le plurilogique ou celui de la grecque, donc mosaïque et pluriportail? Ou même dans le c'est ça. Moi, dans notre école, chez nous, c'est le pluriportail que l'école utilise. Moi, j'utilise le pluriportail juste pour tout ce qui est travaux, mais on fait tous les signalements de comportement, mettons, qu'il faut faire. Puis, toutes mes évaluations sont dans IB. J'ai plusieurs collègues à mon école aussi qui l'utilisent. Puis, c'est ça, la seule chose qu'on fait, c'est quand on termine une évaluation dans IB,
On fait juste prévenir les parents par le pluriportail, puis dans notre message, c'est toujours le même message qu'on envoie. Là, on fait juste un copier-coller du message, puis il y a le lien vers IBI. Donc, les parents, ils ouvrent leur message sur le portail, ils cliquent sur le lien, puis ça les amène directement. Là. Parce que les premières années, j'ai fait beaucoup d'erreurs dont j'essaie de faire profiter les utilisateurs maintenant. Fait qu'au début, je pensais pas du tout de faire ça. Alors là, oui, c'était un petit peu plus complexe, puis avec raison, là, parce que les parents ils ont beaucoup de plateformes. S'ils ont des enfants d'âge différents, tout le monde peut utiliser un peu n'importe quelle plateforme. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile pour eux de s'y retrouver. Mais c'est aussi non que ça la solution, là, juste ce réflexe-là d'envoyer le courriel par le portail, là, ça a vraiment tout réglé. Puis j'ai pas vraiment de commentaires négatifs de la part de mes parents. Il y a personne qui se sent délaissé ou abandonné dans le processus. Là, ça va quand même bien. Puis dis-nous, Catherine, si je pose la question de Sandra qui demande si une école est super motivée, puis elle a mis en parenthèse « nous » en lettres capitales, comment ça fonctionne? C'est quoi les coûts? Comment logistiquement, concrètement, là, si on décide d'implanter IBI, là, comment on y va? Ben, en fait, le plus simple, ça serait que j'écrive peut-être mon adresse courriel dans le chat, là, parce que, comme je vous dis, c'est vraiment important pour moi de rencontrer les gens parce que je veux pas vous faire perdre du temps si jamais, parce que des fois, il y a des gens super motivés, mais quand je discute avec eux, je me rends compte que je veux juste m'assurer qu'IBI, ça va jamais donner une surcharge de travail. Puis j'aime ça aussi le présenter de façon vraiment concrète par rapport à la situation que les gens vivent parce que au même titre qu'on veut faire de la différenciation avec nos élèves, bien, moi, je vais en faire aussi avec les utilisateurs d'IBI. Fait que, je veux vraiment m'assurer que je suis capable de leur montrer c'est quoi les possibilités d'IBI versus leur façon de fonctionner. Fait que, ouais, le plus simple, c'est vraiment de m'écrire puis que moi, je prenne un temps avec ces gens-là là, pour discuter avec eux. Puis après ça, s'ils sont intéressés vraiment, là, je peux leur présenter les coûts et tout ça. Là. OK. Puis qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, justement, que ça crée une charge supplémentaire de travail? Là? Je ne sais pas si tu avais un exemple, juste pour étoffer notre compréhension. Ben oui, j'ai discuté justement pas plus tard qu'hier avec une enseignante à mon école qui enseigne les arts. Puis là, elle voyait les autres collègues qui utilisaient IBI. Fait qu'elle se disait, il faudrait bien que je le fasse moi aussi. Mais j'ai dit non, tu ne vas pas le faire ça juste parce qu'il y en a d'autres qui le font. Tu sais, c'est quoi ton besoin? Et puis, dans ce qu'elle m'expliquait de sa façon de donner sa rétroaction à ses élèves, ben, c'était super efficace ce qu'elle faisait. Fait que je disais, ben, tu sais, surtout avec la quantité d'élèves que tu as, ta façon de procéder présentement est vraiment efficace, simple et rapide pour toi. Fait que, je ne vois pas qu'est-ce que ça va te donner de le transférer dans une autre plateforme parce que ce que tu fais, c'est déjà efficace. Fait que, elle-même, elle s'est rendue compte que finalement, elle n'avait pas vraiment de solution à trouver parce qu'elle n'avait pas vraiment de problème. C'est juste que je dirais qu'elle pensait que ça y prenait une solution absolument numérique, mais ce qu'elle faisait papier était déjà excellent. Fait que je ne voyais pas vraiment la pertinence qu'elle se casse la tête à changer ça. Je trouvais qu'elle, tant qu'à ça, qu'elle garde son énergie et son temps pour le mettre à une place qui allait peut-être être plus rentable. OK, très intéressant. C'est intéressant, puis tout le temps que tu prends aussi avec les gens, en plus d'être une enseignante à temps plein. Donc, bravo pour toute ton implication, Catherine. J'ai goût de passer au petit témoignage avant de retourner aux questions. Donc, on a un témoignage d'enseignante qui utilise IBI aussi. Puis, ce qui est intéressant dans ce témoignage-là, elle vous présente un peu comment elles ont procédé, justement, parce que c'est quand même un changement important aussi là, dans la façon de faire. Alors, je partage mon écran. Peut-être les gens de l'équipe EdTech me confirmer qu'on entend bien le son. Donc, je démarre ça à l'instant. Je m'appelle Marie-Michel Santerre, je suis enseignante en 6e année, donc à l'école de la Malbaie, dans le centre de service scolaire de Charlevoix. Ça fait au moins 13 ans. D'accord. Je pense que j'enseigne. Moi, je m'appelle Marie-Ève Birubé, je suis orthopédagogue, puis je travaille en collaboration là, avec Marie-Michel. Donc, on nous a demandé de faire un petit enregistrement pour vous parler, dans le fond, là, de notre expérience avec IBI. Il faut comprendre qu'on en est à nos tout débuts. C'est la première année là, qu'on travaille avec cette plateforme-là. Dans le fond, moi, j'ai voulu changer de façon d'évaluer là, cette année parce que ça fait un bout que j'y pense, mais la pandémie a fait en sorte qu'on a eu moins d'évaluations à faire, moins d'étapes. Et je me suis rendu compte à quel point c'était plaisant là, de pouvoir faire vivre des beaux apprentissages aux élèves, d'aller en profondeur et ne pas toujours être en train d'évaluer. Fait que c'est comme une partie de là, suite à la pandémie. Puis c'est sûr que je remarquais depuis quelques années là, que
Il y avait une gestion du stress chez les élèves. C'était toujours anxiogène. Surtout moi, j'étais en 6e année, les examens de fin d'année et tout ça qui arrivait. Il y avait comme toujours ce stress-là d'évaluation. Fait que pour moi, ça faisait partie là, de quelque chose que je voulais faire, essayer de diminuer cette pression-là là, sur les élèves. Ça me permettait aussi, en changeant de façon d'évaluer, de mieux informer les parents. Souvent, on voit une note de 75, le parent n'est pas trop conscient de mais ça veut dire quoi, c'est quoi les difficultés de mon enfant. Donc, IBI là, me permettait là, d'aller plus dans ce sens-là, d'éviter les comparaisons aussi avec les autres enfants, puis de développer plus les compétences des élèves aussi, et non pas, là, dans le fond, c'est ça, l'élève est capable, on va en reparler tout à l'heure, mais tu sais, est capable maintenant de dire, ben moi, j'ai ce défi-là en écriture, ça va bien, mais j'ai ce défi-là, donc de vraiment y aller dans le développement de la compétence et non pas de rester toujours en surface. Ça faisait un petit peu pour ça que je voulais commencer ça. Puis je voulais m'affilier avec quelqu'un. Je ne voulais pas faire ça tout seul parce que c'était un gros changement. Donc, j'ai demandé là, à ma collègue Marie-Ève de m'accompagner là-dedans. Donc, pour nous, on voulait que ce soit un changement qui est durable dans le temps. On est allé vraiment par petits pas pour s'assurer justement de ne pas revenir en arrière. Pour la première étape, on s'était ciblé la lecture pour laquelle on n'allait pas donner de notes. Donc, on allait évaluer surtout par IBI. Donc, en lecture, puis on s'est dit quelques traces en raisonné. Finalement, là, rapidement, après quelques semaines d'école, Marie-Michel est venue me voir et elle a dit hey, je pense que pour le communiquer oralement, je serais prête. Puis tout de suite, elle est partie pour évaluer son oral avec IBI, puis ça s'est super bien passé, ça a bien été. Fait qu'on s'est dit, à la deuxième étape, on était prête là, pour un autre petit pas. Donc, on a ciblé la lecture, l'écriture, notre communiqué oralement qui est sur IBI. Puis le raisonné, finalement, là, il est entièrement sur IBI pour cette étape-là. Présentement, là, nos élèves ne font pas d'auto-évaluation sur la plateforme encore. On n'est pas rendu là, sont au primaire, sont petits. Puis aussi, on n'a pas accès à des portables là, à tous les jours, en tout temps pour nos élèves. Puis, tu sais, c'est un changement de pratique qui s'est fait. Bien, c'est ça, tu sais, comme Marie-Ève l'a dit, c'est graduel, mais en même temps, on s'est vite rendu compte que c'était facile pour nous là, d'embarquer avec IBI, puis facilement, tu sais, étant donné qu'on était capable d'importer des fichiers, d'importer les évaluations, mais ça s'est fait quand même vite et bien. On a eu quand même, il faut le dire, là, un bon appui de notre direction. Fait que on n'a pas eu tant de défis que ça, là, tu sais, on n'a pas eu besoin de convaincre beaucoup de personnes. Là. Notre direction était déjà ouverte à ça. Fait que rapidement, on a eu des libérations parce que c'est sûr que sans libération, c'est du temps qu'il aurait fallu qu'on prenne en dehors des heures de. Tu sais, je ne peux pas réfléchir à 5 heures le soir là-dessus. Là. Fait que notre direction nous a vraiment aidé là-dedans. On a eu du temps de libération pour s'arrêter, pour voir qu'est-ce qu'on voulait faire, par où on voulait commencer, parler avec Catherine aussi. Donc, tu sais, ça s'est vraiment bien fait. On a aussi dû réfléchir pour la rencontre de parents parce que tout changement peut apporter des fois certaines réticences, là, c'est ça. Fait qu'on voulait que les parents soient de notre côté aussi. On voulait leur montrer les impacts positifs de ce changement de pratique-là. Puis ça s'est super bien fait finalement. Alors, on a eu la rencontre de parents, une super de belle ouverture de la part des parents. Fait que finalement, tu sais, on a eu très peu de défis. Puis justement, ça s'est vraiment enclenché facilement parce qu'on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps d'en discuter ensemble. Mais en fait, tu sais, pour moi, là, les bienfaits, c'est ça. J'ai l'impression de mieux outiller mes élèves. Tu sais, je ne suis pas tout le temps dans la correction qui ne veut rien dire. Je suis en train d'outiller mes élèves, de donner de la rétroaction, de faire en sorte que les élèves sont maintenant capables de dire hey, mais c'est ça mon défi, c'est ça que je maîtrise bien. Puis même le questionnement de l'élève, tu sais, on en a eu un l'autre fois. Mais qu'est-ce que je dois. Là, j'ai eu une médaille, mais je dois faire quoi pour avoir le trophée? Cette réflexion-là de l'élève, ben, c'est un gros wow. Là. Puis, c'est ça, nos élèves, comme ils ne font pas l'auto-évaluation, ils ont une feuille de consignation pour chaque compétence où ils vont écrire qu'est-ce qui va bien puis leur prochain défi. Puis, quand on fait ce moment avec eux qui vont consulter IBI, l'échange est tellement riche. Souvent, Marie-Michel va mettre des photos de leur production. Donc là, moi, à ce moment-là, je peux ouvrir la photo, j'analyse avec l'enfant. Regarde, quand Mme Marie-Michel dit tel commentaire, bien, c'est à ça qu'elle réfère. Là, je peux vraiment le montrer concrètement à l'enfant. Puis pour eux, c'est beaucoup plus clair, c'est parlant, là. Un petit conseil, quand je pense qu'on les deux, on était d'accord là-dessus, là, c'est de ne pas hésiter d'aller vers ce changement de pratique-là. C'est vraiment gagnant pour tout le monde, le parents, enseignants, élèves, puis d'essayer de s'associer soit avec quelqu'un pour faire le changement, mais aussi des gens qui l'ont déjà fait, d'aller s'inspirer un peu de leurs bons coups puis des choses à peut-être éviter. Là. Ça fait vraiment une belle différence dans ce changement de pratique-là.
Mais est-ce que j'ai fermé ma caméra, mon ordinateur? J'avais peur que ça soit beaucoup pour lui, fait que je voulais qu'il tienne jusqu'au bout. Catherine, j'ai envie de t'entendre sur le petit commentaire, le témoignage qu'on vient d'entendre, justement. Ben, en fait, moi, j'ai une chance que je l'ai eu d'avance, là, puis j'avais écouté la version longue d'avance parce que ça m'a rendu vraiment. Là, je me suis gérée là, parce que j'avais déjà écouté, mais la première fois que j'ai entendu, j'étais vraiment super émue parce que c'est super non, mais tu sais, moi, je suis pas une chef d'une grosse entreprise. Moi, je suis juste une prof, là, puis j'ai essayé de trouver une solution à mon problème, puis tant qu'à l'avoir trouvé pour moi, je l'ai partagé aux autres. Fait que de voir que ce que moi, j'ai imaginé comme étant quelque chose qui pouvait être aidant, de voir que ça a de l'impact positif sur d'autres personnes, c'est vraiment particulier pour moi. Je trouve ça super beau de les entendre, puis je trouve que c'est vraiment justement une preuve que c'est accessible là, à n'importe qui veut... qui a du temps à investir un petit peu là-dessus. C'est sûr qu'ils ont des super bonnes conditions. Là, c'est vraiment gagnant. Là, avis à toutes les directions, s'il y en a qui nous écoutent, là, de donner du temps pour ça. C'est vraiment clairement un très, très bon investissement. Mais c'est deux filles qui sont super proactives, qui ont fait beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements, des bons choix pédagogiques. Puis c'est vraiment le fun de voir que ça leur sauve du temps, mais surtout que ça a un impact vraiment positif sur l'apprentissage, la motivation de leurs élèves, puis leur autonomie comme apprenants. C'est vraiment des beaux gains. Puis c'est la raison pour laquelle je trouvais ça émouvant, c'est parce que c'est exactement ça qu'on essaye de faire. Fait que de voir que ça marche avec au moins 2 profs, c'est déjà super satisfaisant. Là. Fait que, ouais, voilà. Puis c'est ça, c'est des profs du primaire, puis ils sont au public. Donc, ça montre une autre réalité que la mienne versus aussi celle de Marie-Hélène. Ça démontre que ça peut être utilisé de bien des façons. Là. C'est ça qui est intéressant, hein? On voit justement, Marie-Hélène, tu es au secondaire, elles étaient au primaire, donc ça fonctionne encore aussi. Puis toi, Catherine, t'enseignes, je pense, en secondaire 5, si je ne m'abuse, en mathématiques. Oui, moi, je suis en matière secondaire 3, 4, 5 avec des élèves qui ont d'importants troubles d'apprentissage. Là. Fait qu'on touche vraiment une panoplie de clientèle. Puis, je veux que tu m'en parles un petit peu. C'est quoi l'impact justement sur les élèves qui ont des troubles d'apprentissage au niveau justement de leur motivation? Parce que souvent, recevoir une note chiffrée qui est pas super reluisante, ça peut créer de l'anxiété. On l'a dit tout à l'heure, ça peut être démotivant, hein, ça peut inciter même au décrochage dans le pire des cas. Qu'est-ce que ça a changé pour ces élèves-là, toi, ta façon de faire, là? Bien, au niveau de leur estime de soi, c'est vraiment le jour et la nuit. Là. Le fait aussi qu'ils ont leur mot à dire, c'est qu'ils doivent se prononcer, ça les force à s'impliquer, ça les force à se questionner, puis ça fait en sorte que ça s'implante graduellement. Là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais le fait que avec une certaine fréquence, on leur demande de porter ce jugement-là, ben, ce que ça développe chez eux, c'est l'habitude à chaque cours, à chaque présence, de toujours se remettre en question, de dire OK, je suis correct, ça va-tu, je suis target sur les objectifs que je m'étais fixés, je suis vraiment en train de les utiliser, mes moyens. Ça leur donne beaucoup de contrôle. Puis, ils commencent à devenir comme plus indépendants aussi versus les autres. T'sais, souvent, au début de l'année, quand on leur demande de se fixer un objectif puis de proposer des moyens, je les laisse faire, mais naturellement, ils vont aller regarder leurs amis. Toi, tu as écrit quoi comme moyen? OK, je vais écrire ce moyen-là, moi aussi. Puis rapidement, ils se rendent compte que ce qui est bon pour leur ami n'est pas nécessairement bon pour eux parce que c'est pas comme ça que les autres fonctionnent. Fait qu'ils apprennent vraiment qu'est-ce qui fonctionne bien pour eux, c'est quoi les pièges qu'ils doivent éviter. Puis comme ils ont la possibilité de toujours se reprendre, ben, c'est vraiment quelque chose qui est encourageant pour eux, puis c'est motivant, puis ils comprennent aussi que faire des erreurs, c'est positif. Parce que ça leur permet d'apprendre, ça leur permet de recadrer certaines choses. Ils voient, quand ils font des erreurs, ils ne sont plus comme liquéfiés sur leur chaise puis complètement désorganisés. Ils sont capables de se retrousser les manches puis de transformer ça en quelque chose de positif. Fait que, oui, c'est vraiment... ils aiment ça, puis ils voient aussi concrètement que, justement, tantôt, Marianne parlait de triangulation des traces, là, mais ils voient concrètement que ça a de l'impact puis que ça aussi, ça compte. Fait que dans leur implication dans les cours, ça change tout parce qu'ils savent que les discussions qu'ils ont entre eux, je les entends, je prends des notes, les discussions qu'ils ont avec moi, ça ouvre la porte à tellement plus de traces puis de façons de démontrer ce qu'ils sont capables de faire que juste une production une fois par mois.
sais. Fait que c'est ça. Donc, puis ça, il voit. Fait qu'il voit que ça compte aussi. Donc, il voit, là, on en tient compte, c'est écrit dans EBI. Fait que c'est pas juste du vent puis de l'or, c'est vraiment concret pour eux, là. Oui, Peux-tu Marie-Hélène. renchérir? Oui. L'engagement, c'est vraiment pour faire du pouce sur ce que Catherine a dit. C'est plus genre des élèves qui sont désengagés tout le long parce qu'ils l'ont facile, puis qu'ils étudient 5 heures la veille d'un examen, puis là, ils ont des bonnes notes pour quelque chose. C'est pas ça, c'est du quotidien. Les élèves sont investis au quotidien. Ça fait vraiment une différence. Puis, bon, je lisais par rapport à des rencontres avec le ministre, je pense qu'il y a des groupes déjà pour discuter de ça avec le ministère. Je pense qu'il a semblé vouloir fermer la porte, mais il y a des moyens de pression qu'on peut faire. Je sais que Jocelyne Dagenet a envoyé un Twitter aussi par rapport qu'on pourrait publier par rapport aux moyennes. Je pense qu'il y a des arguments qui sont quand même évident que de se faire comparer à une moyenne, ça n'a pas de sens. Moi, je pense juste à... Puis il y avait des élèves et des parents encore au début de l'année, même s'ils connaissaient tout notre projet, etc., qui se demandaient encore, oui, mais comment il se situe par rapport à la moyenne de groupe, mon élève? Bien, ça n'a pas de sens de penser comme ça parce qu'il y a beaucoup de subjectivité dans les évaluations. Ne serait-ce que quelqu'un qui me dirait qu'un examen, c'est plus juste, plus objectif. Ben non, c'est quand même toi qui le crée. C'est quand même, les barèmes, c'est toi qui es fait, tu accordes de l'importance à quoi. Puis entre deux groupes, pour un même examen, tu peux avoir des moyennes différentes. Puis l'élève qui a 80, ben, par rapport à une moyenne de 75, il se sent bon. Par rapport à une moyenne de 85, il se sent moins bon. Ça n'a plus de sens. Fait que j'espère que ces informations-là, ces communications-là vont avoir une oreille auprès du ministère. Puis je ne sais pas si toi, Catherine, tu peux répondre à la question, mais les élèves de première année puis deuxième année du primaire, si ça peut s'insérer, ce type d'évaluation-là, moi, j'y crois absolument. Jusqu'à quel point la coévaluation peut être intégrée pour les élèves de première année primaire puis deuxième année, je ne sais pas, c'est à tester, j'imagine, mais d'y aller par critères avec des cotes, absolument, absolument. Puis en plus, des petits symboles, c'est parlant pour des élèves, là. Voilà. Merci, Marie-Hélène. J'ai le goût, pour le temps qui reste, de nous remettre en plénière puis d'inviter les gens qui ont des questions. Là, on voit encore des questions apparaître dans le chat. Peut-être à vous les poser directement. Ça va. J'ai envie qu'ils puissent échanger avec vous. Alors, je nous remets en galerie. Donc, il y avait justement, on demandait pour la première année, deuxième année du primaire. Il y avait Julie Durand aussi qui avait une question. Je ne sais pas, Julie, est-ce que tu as envie de prendre la parole et la poser directement? J'étais en train de terminer mon dîner, je m'excuse. Je m'excuse, je vais comprendre par surprise, je suis désolée. Ça va. Ben, en fait, c'était vraiment une curiosité. Est-ce que vous connaissez un enseignant d'histoire secondaire 4? Et personnellement, ce que j'entends, c'est comme la matière où on ne peut jamais évaluer autrement. Je ne veux pas porter de jugement, mais je ne veux pas insulter personne non plus. Mais moi, de mon vécu, l'histoire secondaire 4, c'est comme difficile là, d'évaluer autrement. Puis je sens qu'on est vraiment beaucoup dans apprendre pour l'évaluation et changer cette vision-là d'être évalué pour apprendre est complexe. Est-ce que vous connaissez, vous, des enseignants d'histoire en quatrième secondaire qui utilisent cette méthode-là? Ben oui, en fait, moi, j'en connais un. Puis je suis pas du tout objective parce que c'est mon copain, là. Mais c'est un des premiers qui l'a utilisé. Moi, c'est sûr que je le trouve vraiment super bon. Cette année, par contre, il ne donne plus Histoire de 4, mais oui, il a utilisé EBI pour évaluer ses élèves. Puis c'est sûr que lui, il n'est pas très traditionnel non plus dans ses façons de faire ou dans les tâches qu'il donne, là. Fait que je ne sais pas si vous avez vu passer mon adresse dans le chat, mais si vous voulez, vous pouvez m'écrire puis je pourrais lui communiquer votre adresse, là. Fait que si vous souhaitez échanger avec lui, je suis certaine que ça va le faire plaisir parce qu'il est vraiment gentil, là. Merci, c'est gentil. C'est gentil, Catherine. Il y a encore des gens qui sont venus un peu là, pour te demander, Catherine, là, qui sont vraiment intéressés, qui veulent te parler. Je présume que le plus simple, vraiment, ça reste encore qu'elle communique avec toi pour en savoir plus là, sur comment on implante EBI, puis les coûts d'acquisition. Oui, c'est vraiment ça le plus simple. Là, puis, parce que j'ai vu rapidement tantôt, quand
j'allais entrer mon adresse email, là, je voyais qu'il y avait des gens qui questionnaient pour les prix, mais parce que les prix varient selon le nombre de profs dans une école qui l'utilisent. Fait qu'évidemment, c'est mathématique, plus qu'il y a de profs, moins que ça coûte cher par prof. Mais si on parle, mettons qu'en bas de 5 profs là, de mémoire, là, c'est une licence comme de 175 par année là, pour le prof, peu importe le nombre d'élèves. Là. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment la raison pour laquelle on vend des licences cette année, c'est vraiment juste parce qu'on n'a plus de bourse. Là. Je ne prévois pas du tout aller m'acheter un chalet avec ça. Puis j'aimerais vraiment ça. Mon but, là, ça serait que ça redevienne gratuit. Puis là, je sais que Julie va me dire oui, il y a plein de subventions. Puis je le sais, mais dans la liste de tout ce que j'ai à faire dans une semaine, la case rechercher les subventions, c'est toujours celle que je flush là, parce que je manque de temps. Fait qu'un jour, là, j'espère que ça va redevenir gratuit parce que je vais être capable de m'attaquer aux subventions puis de rendre ça gratuit. Voilà. Fait que oui, communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de regarder avec vous à quel moment on pourrait se parler, dépendamment du temps puis des disponibilités que vous avez. Est-ce qu'il y avait qui avait des questions? Puis je ne sais pas, Catherine, même si tu es capable de retaper ton adresse courriel dans le chat. Donc, est-ce qu'il y avait des gens parmi nos fabuleux participants qui avaient des questions pour Catherine et pour Marie-Hélène? Ah oui, il y a Marie-Neige. Donc, oui, Marie-Neige. Oui, bonjour. Je suis chargée de cours en adaptation scolaire à l'UQAM. Puis, je voulais savoir si vous faites des présentations justement à des futurs enseignants pour savoir comment un peu l'utiliser puis que ce produit-là existe, justement. Si on me le demande, oui, je peux le faire. Je ne l'ai pas fait encore, non, mais oui. C'est sûr que moi, quand on ouvre une porte pour parler d'évaluation, c'est un sujet qui me passionne juste un petit peu. Fait que, ça me fait souvent plaisir d'en discuter. Oui, parce que en plus, du moins, moi, je suis à l'UQAM, puis les cours qu'on donne, l'évaluation est critériée, là, ça n'a pas rapport avec les notes, là. Donc, c'est ça qui est enseigné, en fait, aux enseignants, aux futurs enseignants. Puis lorsqu'ils arrivent dans les écoles, bang, on tombe dans les notes. Donc, il y a comme une incohérence avec ce qu'on leur enseigne et lorsqu'ils arrivent sur le terrain. Donc, ce serait vraiment intéressant qu'ils puissent avoir connaissance de cet outil-là. Qui vont pouvoir, dès le moment où ils vont commencer leur carrière, là, qu'ils vont pouvoir utiliser l'outil en sachant très bien comment évaluer de façon critériée. Là. Donc, très pertinent. Bravo encore. Belle innovation. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est déjà 12h58, que le temps passe vite en charmante compagnie. Donc, je remercie les participants d'aujourd'hui. Justement, il y a vraiment des belles innovations au Québec en fait, technologie éducative. C'est conçu sur mesure. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite encore à aller voir là, sur notre site ou même nous écrire chez EdTech. Hein. Parfois, on sait que vous êtes très occupés, les enseignants. Fait que vous avez des questions pour des besoins précis, écrivez-nous. Puis, je remercie chaudement Catherine Michaud et Marie-Hélène pour Marie-Hélène Simard, je m'excuse, Marie-Hélène, j'avais oublié ton nom de famille. Marie-Hélène aujourd'hui pour leurs interventions super pertinentes. Donc, on espère que ça va inspirer des enseignants à aller vers ce mode-là qui semble être sain pour les élèves et vraiment qui suscite l'engagement. Donc, c'est ce qu'on souhaite au final. Alors, merci à tous et un excellent après-midi et un excellent week-end aussi.